Bienvenue à la leçon numéro 21 du cours Architecture des ordinateurs, dans lequel nous allons voir les machines d'état fini pour pouvoir bien sûr les appliquer au processeur pour pouvoir justement concevoir une unité de contrôle à partir d'un modèle scientifique qui nous permet bien sûr d'avoir une méthode ou une méthodologie pour avoir ce système ou cet automate qui permettra d'exécuter les instructions. Donc dans cette leçon, nous allons voir des généralités sur les FSM, les Finite State Machines, les machines d'état fini. On verra un exemple, plutôt un modèle qui a été établi par Moore, qui a été appelé la machine de Moore, et on verra dans la troisième partie, la FSM, la Finite State Machine, qu'on pourrait justement utiliser pour établir l'unité de contrôle pour le processeur pour pouvoir justement exécuter les instructions. Donc dans cette première partie, nous allons voir des généralités sur les FSM, sur les Finite State Machines, comment on peut établir une machine d'état fini, c'est quoi les paramètres, c'est quoi les entrées, les sorties et comment on pourrait, en fonction des entrées, établir des sorties qui pourraient évoluer dans le temps et qui permettraient justement d'envoyer des signaux en fonction de l'application ou de la fonction qu'on veut réaliser. Donc la machine d'état fini, FSM, Finite State Machine, c'est la partie contrôle par exemple d'un processeur. Si on veut faire une analogie, eh bien, la partie contrôle d'un processeur, ça convient exactement à une machine d'état fini. Donc le modèle de base pour décrire le comportement bien sûr d'un objet informatique qui peut être dans un ensemble fini d'état et selon son état actuel, selon les événements extérieurs, bien sûr il envoie des messages à l'extérieur. Donc ça c'est ce que c'est une machine d'état fini. Et bien sûr il doit changer d'état en fonction de chaque état, des entrées, on pourrait changer automatiquement vers un nouveau état et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on atteigne la fin. Donc les exemples qu'on donne toujours pour justement simuler cette machine d'état fini, donc on a le circuit séquentiel synchrone, on a bien sûr le distributeur automatique de boissons ou de monnaie et le feu de circulation, bien sûr, pour voiture. Donc, ces trois exemples s'adaptent parfaitement à mettre en valeur, ou plutôt à expliquer ce que c'est une machine d'état fini. Bien sûr, un automate aussi reconnaisseur d'un langage, comme un compilateur par exemple, ou un assembleur, et s'applique parfaitement à une machine d'état fini. Bon, c'est quoi une machine d'état fini ? Donc dans cette partie, nous allons la définir, nous allons voir comment elle fonctionne, c'est quoi les paramètres qu'elle utilise, qu'est-ce qu'on lui donne comme entrée, qu'est-ce qu'elle peut nous fournir comme sortie. Donc selon le modèle de Moore, c'est un ensemble fini d'états que l'on pourrait définir S1, S2 jusqu'à SK, avec bien sûr un état initial et un état final. On définit aussi un ensemble fini d'entrées binaires, I1, I2 jusqu'à IM. Le système, ou plutôt l'automate que l'on veut réaliser, devra avoir un ensemble d'entrées. Bon, bien sûr, il peut avoir des entrées comme il ne peut ne pas avoir d'entrées. Mais s'il a des entrées, il faut que le nombre soit fini, soit déterminé. Et bien sûr, un ensemble fini de sorties binaires, output 1, output 2 jusqu'à output P. Donc à partir d'un certain nombre d'entrées, on peut générer un certain nombre limité aussi de sorties, et bien sûr en passant par un certain nombre d'états, des transitions, avec des transitions d'un état à un autre.
et bien sûr avec un nombre d'états déterminé. Donc, à partir, bien sûr, d'un ensemble d'états, d'un ensemble d'entrées, on peut avoir un certain nombre limité de sorties. Et bien sûr, on doit avoir un ensemble de règles de transition d'état qui spécifient pour chaque valeur de l'état courant, et C, et valeur des entrées I1, I2, IM, la valeur prochaine la valeur du prochain état. Donc, en fonction de l'état courant, en fonction des entrées, notre automate, ou plutôt notre FSM, selon le modèle de Moore, calcule un nouveau état et il nous donne la valeur, ou plutôt le numéro du nouveau état vers lequel la machine va basculer. Bien sûr, ça c'est pour définir le nouveau état, et pour pouvoir délivrer des sorties, on a un ensemble de règles aussi de sortie qui spécifie pour chaque valeur de l'état courant, et c'est la valeur de chacune des sorties. Donc, la partie qui nous donne l'état courant, elle le fournit aussi bien au système qui va calculer, à la partie qui va calculer les sorties, que au système qui va calculer le nouvel état à partir des entrées. On a aussi le modèle de Milly qui, lui, un cas particulier du modèle de Moore, les sorties dépendent aussi des entrées. Au lieu que les sorties dépendent uniquement de l'état courant, ils peuvent dépendre aussi des entrées. Donc la représentation d'une FSM, on a bien sûr une table de transition des états dans laquelle on a l'état courant. Donc on définit l'ensemble des états dans le tableau. On a l'état courant, les entrées, l'état suivant et les états suivants et la sortie. Donc pour chaque état courant, on a l'entrée, on doit avoir l'état suivant et la sortie correspondante. Et bien sûr, d'un autre côté, on doit avoir le diagramme de transition. Donc le diagramme de transition se fait de la façon suivante. Donc on a un état, l'état de départ, et à partir de cet état, par exemple, on va définir un certain nombre d'états. Cet état a un numéro et il a un code. Et bien sûr, la transition de l'état 1 à l'état 2 se fait par une flèche et une valeur pour les variables d'entrée. L'état 2, bien sûr, il a un code et il a une valeur en sortie pour cet état. Disons, s'il y a des sorties, la valeur des sorties pour cet état. Pour passer de l'état 2 vers un autre état ou pour revenir à la case de départ, bien sûr, la transition aussi, elle se fait par une variation ou une valeur au niveau des entrées, s'il y en a des entrées. Donc la transition d'état se fait bien sûr en fonction des entrées. Bon, bien sûr, la machine de Moore aussi définit un schéma générique pour une implémentation par circuit d'une machine de Moore. Disons, ces transitions, les états et les variables en entrée et les variables en sortie peuvent être traduites par un schéma combinatoire en entrée pour calculer les états et en sortie pour calculer les sorties. Donc le schéma se compose bien sûr d'un ensemble de bascules qui bien sûr dépendent du nombre d'états qu'on a, disons le nombre de bascules qu'on va mettre, ou plutôt le nombre de lignes fournies par les bascules, dépendent du nombre des états. Plus le nombre d'états augmente, plus les sorties des bascules augmentent. Bien sûr, cette bascule est contrôlée par une horloge et ces bascules nous fournissent l'état courant. Donc l'état courant est envoyé vers la logique de calcul des sorties et qui nous fournissent les sorties sur n bits et en même temps ils sont envoyés vers la logique de calcul d'état qui à partir des entrées de l'état courant définit l'état suivant qui va vers la bascule pour ici
nous donner, bien sûr, l'état, ce qui sera le nouveau état, et ainsi de suite. Donc, chaque fois qu'on passe à un état courant, bon, on calcule l'état suivant, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin, et ça s'arrête. Bien sûr, le changement d'état se fait sur top d'horloge. Donc ici, au niveau de l'entrée d'horloge des bascules, chaque top d'horloge correspond à un changement d'état. Bon, pour illustrer le fonctionnement de ces FSM, on va prendre des exemples sur les modèles qu'on avait pris tout à l'heure, ou plutôt sur les applications qu'on avait vues tout à l'heure, telles que circuit séquentiel, un distributeur de boissons, par exemple. Donc pour l'exemple 1, si on considère le circuit séquentiel synchrone que l'on a vu dans, bien sûr, les circuits logiques, donc on a une première bascule, une deuxième bascule. L'entrée de la première bascule, bien sûr, après un top d'horloge est généré vers l'entrée de la deuxième bascule. Et au deuxième top d'horloge, il est généré ici vers la sortie, vers la porte qui est branchée sur la sortie. Bien sûr, ici, on a Q0, plutôt la sortie de la première bascule est envoyée dans une des entrées de la porte de sortie. Et l'entrée et la sortie de la deuxième bascule est branchée sur la deuxième entrée de la porte. Et la sortie de la deuxième bascule est renvoyée vers l'entrée de la première bascule. Ce qui fait, ça nous donne un circuit séquentiel synchrone. Donc si on essaie de voir la table de transition de ce circuit qui nous donne un circuit séquentiel synchrone, donc on a ici l'état courant, le Q0, Q1. Ça, c'est l'état suivant. Ça, c'est l'entrée in. Et ça, c'est la sortie out. Donc, lorsqu'on a 0, 0 et 0 en entrée, on a 0, 0 en sortie. Lorsqu'on a 0, 0 sur Q0, Q1, on a 1 en entrée. Si on a 1 en entrée, on a 0, 1. Et si on a 0, 1 et 0 en entrée, on a 1, 0. Toujours la sortie à 0, 0, 1. La sortie ne passe à 1 que lorsqu'on a un 1, 1 ici. Et bien sûr, 1, 0 en Q0 plus et Q0, 1. Q1 plus et Q0 plus, 1, 0, 1, 1. 1, 0 plutôt. Et là, lorsqu'on a 0, 1 en entrée, que ce soit 0, que ce soit 1, on a la sortie à 1. Donc si on établit les équations des Q0 et de Q0 plus et Q1 plus, ici à partir de l'entrée in et de Q0, Q1, on trouve les équations que vous voyez ici à gauche. Donc le Q0 plus est à 1 à ce niveau-là, là, donc à deux positions. Donc lorsque in est égal à 1, ici, et in est égal à 1, donc ça ne dépend plus que de Q0 et de Q1. Donc il y a 1 là et là, donc il est égal à, on voit un changement d'état que pour Q0. Donc le Q0 plus est égal à in, puisque le in est égal à 1 et 1 ici, multiplié par Q1 bar. Le Q1 plus, il est égal à 1 là, là, là et là. Donc en combinant les équations, on trouve Q1 plus est égal à Q0 et le out est égal à 1 à ce niveau-là. Donc il est égal, on a 1 ici et on a Q0, Q1. Donc ici, on pourrait établir le diagramme de transition de ce circuit séquentiel synchrone. Donc on a l'état 0, donc il peut rester à l'état 0 lorsque in est égal à 0 ici, et out, la sortie est égale à 0. Donc il passe à l'état 1 lorsque in est égal à 0, est égal à 1. Donc la transition se fait sur le changement de l'entrée in, et la sortie reste toujours à 0. Bon, après, on passe vers l'état 1,1 selon une transition qui arrive lorsque in est égal à 1 et out sera à 1. Il peut passer vers l'état 1,0 dans le cas où on a in est égal à 0.
Et out dans ce cas sera à 0. Bien sûr aussi on peut passer de l'état 1, 0 ici vers l'état de 1, 1 pardon, vers l'état 1, 0 lorsque in est égal à 0 ou lorsqu'il est égal à 1. Et après, on peut passer de l'état 1, 0 jusqu'à l'état 0, 0 lorsque in est égal à 0 ou lorsque in est égal à 1. Donc ça, c'est le diagramme des transitions. Et bien sûr, on pourrait définir le schéma générique pour l'implémentation par circuit. Donc là, on a nos bascules. Donc on a 4 états, il nous faut bien sûr de bascules. Et donc c'est Q0, Q1. Et ici, on a à la sortie des bascules, ils sont envoyés dans la logique de calcul de sortie et en même temps, l'état courant est envoyé vers la logique de calcul des états dans ce boîtier-là. Et en fonction, bien sûr, des entrées, on a la logique de calcul d'état permet de générer l'état suivant, donc le Q0 plus Q1 plus. Et ici, la logique de calcul de sortie, en fonction de l'état courant, permet de calculer les sorties ici au niveau du out. Donc on a les équations, out est égal à Q0, Q1. Donc la logique de calcul de sortie sera un et logique entre l'entrée entre Q0 et Q1. Donc c'est ce qu'on avait vu dans le schéma au départ. Et ici, Q0 plus est égal à in bar multiplié par Q1 et Q1 plus est égal à Q0, qui est déduit de la logique de calcul des états, puisque on calcule l'état suivant à partir de l'état courant et de l'entrée. Donc l'état courant c'est Q0, Q1 et in c'est l'entrée. Donc deuxième exemple, diviseur de fréquence par 5. Donc bien sûr, ce diviseur permet d'émettre un 1 en sortie tous les 5 tops d'horloge. C'est-à-dire que c'est un compteur, c'est l'équivalent d'un compteur. Donc chaque fois qu'on émet 5 tops d'horloge, ben on va envoyer en sortie un niveau 1. Donc ici, on a les 5 états. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1 et 1, 0, 1. L'état suivant, donc on passe de 0, 0, 0 jusqu'à 0, 0, 1. De 0, 0, 1, on passe plutôt ici, 0, 0, 1. On passe à 0, 1, 0. Après de 0, 1, 0, on passe à 0, 1, 1. De 0, 1, 1, on passe à 1, 0, 0. Et de 1, 0, 0, on revient à la case de départ. Et bien sûr, ici, on n'a qu'un seul état dans lequel la sortie est égale à 1. Il n'y a pas d'entrée pour ce diviseur de fréquence. Donc, si on essaie d'établir le diagramme de transition, donc on a l'état de départ, le A, qui permet de transiter vers le B, donc par une transition toute simple, donc en incrémentant, en passant d'un état à un autre, il n'y a pas d'entrée. Le out est égal à 0. De B à C, le out aussi est égal à 0. De C à D, le out est égal à 0, puisqu'il n'y a pas d'entrée, donc la transition se fait automatiquement. De l'état D à l'état E, la sortie est aussi out. De E, lorsqu'on revient au départ, donc on a terminé les 5 états, la sortie est égale à 1. Donc l'implémentation par circuit de ce circuit, donc la fonction logique des états, donc le Q0 plus est égal à Q2 bar Q0 bar, Q1 plus est égal à Q2 multiplié par Q1 bar fois Q0 plus Q1 fois Q0 bar, et Q2 plus est égal à Q2 bar multiplié par Q1 multiplié par Q0. Donc la fonction logique de sortie out est égale à Q02, Q0 bar, Q1 bar, Q2 bar. Et bien sûr, la même chose ici, la fonction, ou plutôt le schéma générique, pour l'implémentation par circuit. Donc on a le circuit, la logique, le calcul des sorties.
la logique de calcul des états, on n'a pas d'entrée. Et ici, on a les bascules qui permettent le changement d'un état à un autre, à partir d'un état de départ, bien sûr. Donc, et ici, la sortie de la logique de calcul d'état nous renvoie l'état suivant, qui va être calculé à partir de l'état courant, puisqu'il n'y a pas d'entrée ici. Donc, on a 5 états, donc il nous faut 3 bits. 2 bits ne sont pas suffisants, 2 bascules ne sont pas suffisants pour calculer, faire les transitions sur 5 états. Donc, on a Q0, Q1, Q2. Donc, le diviseur, le distributeur de boissons, quant à lui, est un exemple aussi que l'on pourrait donner. Bon, ici, on ne va pas le traiter entièrement, on donnera uniquement le principe, et vous pouvez le faire comme exercice pour vous entraîner. Donc, les entrées seront les touches. Bon, vous savez comment fonctionne un distributeur de boissons. Donc, on a bien sûr une entrée de monnaie. Il y a des touches qui permettent de sélectionner les boissons. Et bien sûr, il y a une petite ouverture pour pouvoir rendre la monnaie aux utilisateurs. Et bien sûr, on pourrait avoir un afficheur qui permet d'afficher des messages de communication, de conversation avec les utilisateurs. Donc, il y a des touches, il y a un récepteur de monnaie. Donc, ça sera les entrées, puisque c'est l'utilisateur qui va les manipuler. Donc, il va introduire la monnaie et il va manipuler une touche pour sélectionner une boisson parmi les boissons qu'il y a dans le distributeur de boissons. Donc, en sortie, on aura les boissons. Lorsque l'utilisateur va sélectionner une boisson, il va lui sortir la boisson et il va lui rendre la monnaie. Puisque la majorité des distributeurs de boissons, bien sûr, vous pouvez leur donner des pièces, par exemple, d'une monnaie déterminée. Et si vous lui donnez plus que ce que coûte la boisson, il vous rend la monnaie. Et en état, on a 4 états. Donc, il y a l'état attente client, il y a l'état sélection boisson, il y a l'état rendre monnaie et l'état émettre boisson. Donc, attente client, c'est lorsque la machine est au repos. Sélection de boisson, c'est lorsque un utilisateur introduit la monnaie et la machine récupère la monnaie et elle passe à un nouveau état où elle attend que l'utilisateur sélectionne une boisson parmi les boissons qu'elle a. Donc lorsqu'il sélectionne la boisson, la machine va passer vers un nouveau état qui est rendre la monnaie à l'utilisateur. S'il a donné bien sûr une valeur plus grande que ce que coûte la boisson. Et un 4e état, c'est l'émission de la boisson. C'est-à-dire que la machine, le distributeur de boissons, va lui fournir la boisson pour qu'il puisse se servir. Donc la transition d'état peut se faire bien sûr. Donc on a la machine, elle est dans l'état initial attente client. Lorsque un client se présente, il va introduire la monnaie. Donc ça c'est une entrée. Donc, et qui va stipuler un changement d'état de la machine de l'état attente client vers l'état sélection boisson. Elle pourrait envoyer un message pour lui afficher, pour l'inviter à sélectionner une boisson. Après, bien sûr, lorsque l'utilisateur va sélectionner une boisson, ou plutôt la machine va lui afficher, ça c'est ce que va afficher par exemple la machine, il va l'inviter à sélectionner une boisson, il va activer une touche. Il va sélectionner une boisson parmi l'ensemble des boissons que la machine a. La machine va prendre le prix de la boisson. Il va le déduire de la valeur qu'il a introduite. Si c'est supérieur, bien sûr, elle va rendre la monnaie. Si c'est inférieur, de toute façon, si c'est inférieur, elle ne va pas lui afficher le message de sélectionner la boisson. Après, la machine passera à l'état de remise de monnaie. Elle va lui remettre la monnaie et elle va lui émettre la boisson. Une fois elle lui a émis la boisson, elle revient à l'état initial qui est attente client.
Donc c'est un exemple parfait pour mettre en œuvre une machine d'état fini. Donc on a un nombre d'entrées déterminé, un nombre d'états déterminé, et on a aussi des sorties, un nombre de sorties déterminé. Donc bien sûr, on pourrait bien sûr améliorer le système en affichant bien sûr des messages en matière de sortie, au niveau de l'état de sortie. Donc en fonction, en plus des services qu'elle fournit, cette machine, bien sûr, elle émet la boisson, elle remet la monnaie, mais elle peut aussi afficher des messages. Donc lorsque elle est dans l'état attente client, on peut bien afficher sur un message « Bienvenue » par exemple, ou « Bonjour ». Une fois l'utilisateur lui donne de la monnaie pour pouvoir se servir, elle peut lui afficher « Sélectionner une boisson ». Donc lorsqu'elle est dans l'état « Sélection boisson ». Bien sûr, lorsqu'elle lui rend la monnaie, on pourrait prévoir aussi d'afficher un message de merci pour remercier le client d'avoir utilisé la machine. Et bien sûr, lorsqu'elle lui émet la boisson, bon, si c'est un café, bon, le temps de préparer le café, elle va verser de l'eau, du sucre et du café dans le gobelet. Et une fois terminé, avant que la personne récupère son verre de café, elle peut lui afficher un message de bonne dégustation par exemple. Donc, si on essaie de voir ça sur un diagramme et table de transition, donc on a l'état courant, c'est attente client, l'entrée sera la monnaie, l'état suivant, c'est sélection de boisson. Donc, le premier état, attente de client, peut être stipulé par un message en sortie, bienvenue. Lorsque la machine passe à l'état, au deuxième état, c'est-à-dire qu'elle a reçu la boisson, elle peut lui demander de sélectionner une boisson. Elle affiche un message à l'affichage pour l'inviter à sélectionner une boisson. Donc la personne va, une fois il voit le message sélectionner une boisson, il va appuyer sur une touche. Une fois il appuie sur la touche, la machine connaîtra le prix de la boisson qu'il a sélectionnée et elle va lui rendre la monnaie. Donc ça c'est l'état courant et ça c'est l'état suivant. Après, une fois elle lui remet la monnaie, bien sûr, il n'a plus rien à manipuler au niveau de la machine. Elle va, après un certain temps, elle va lui émettre la boisson et bien sûr, puisque ici, dans l'état courant, elle va rendre la monnaie, elle peut lui afficher automatiquement merci pour le remercier d'avoir utilisé la machine. Et une fois la boisson est émise au niveau de l'état courant, l'état suivant, elle va passer dans attente client, mais auparavant, elle va lui afficher en sortie bonne dégustation. Donc c'est un exemple parfait pour la mise en œuvre ou la mise en pratique d'une FSM. Et je vous conseille de le prendre comme exercice pour bien comprendre votre cours. Donc le diagramme aussi de transition d'état peut être stipulé avec les 4 états qu'on a définis. Donc on a au début, la machine affiche bienvenue, donc le premier état. L'utilisateur va insérer la monnaie. Ça va se stipuler par la transition vers le deuxième état. Elle va afficher en sortie sélectionner une boisson. Une fois, la personne va sélectionner une touche des boissons qui sont affichées, donc c'est une entrée. Donc cette sélection d'une boisson va se transcrire par un changement d'état, donc elle va vers le troisième état et elle va lui dire merci, le temps que la boisson soit prête et mise à la disposition de l'utilisateur. Bien sûr, la machine passera vers un nouveau état. Elle va lui dire bonne dégustation pour qu'il puisse récupérer sa boisson. Une fois qu'il récupère sa boisson, elle passe vers l'état initial et elle affichera bienvenue pour qu'un autre utilisateur puisse venir utiliser la machine. Donc, d'après ces exemples,
on voit bien qu'un processeur peut bien parfaitement être conçu, ou plutôt le mécanisme de contrôle dans un processeur pour l'exécution des instructions peut parfaitement être étudié et établi à partir d'une FSM, d'une machine d'état fini. Pourquoi? Parce que on sait qu'un processeur a un nombre fini d'instructions et bien sûr chaque instruction a un nombre fini déterminé d'états pour pouvoir l'exécuter. La plus grosse instruction, plutôt l'instruction qui a le plus grand nombre d'états, c'est la division. Ben, la division, elle n'a pas un nombre illimité d'étapes pour l'exécuter. Donc c'est un nombre d'étapes bien déterminé. Donc chaque instruction du processeur a un nombre d'étapes déterminé. Donc on peut les définir en tant qu'état. Et la même chose, bien sûr, pour exécuter une instruction, il y a des entrées et le processeur génère, l'unité de contrôle génère des sorties. Donc on peut parfaitement adapter cette technique à l'établissement de l'unité de contrôle d'un processeur. Donc bien sûr, le graphe de transition pourrait être le traitement macrocode de nos instructions. Donc on sait bien qu'un processeur, pour pouvoir exécuter une instruction, il passe par ce qu'on appelle la recherche d'instructions, donc c'est le fetch. Donc il y a un certain nombre de micro-ordres qui sont générés, micro-ordre numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Donc on avait vu comment le processeur procède pour récupérer une instruction de la mémoire centrale. Donc il lance l'adresse, il envoie l'adresse de l'instruction, il donne un signal de lecture à la mémoire place la donnée sur le bus de données, plutôt le code d'opération dans la mémoire, dans le bus de données, et le processeur récupère l'instruction et il la met dans le registre instruction. Donc cette étape est commune à l'ensemble des instructions. Donc on n'a qu'une seule fois à développer la FSM pour cette partie. Et bien sûr, si par exemple on a affaire à une instruction d'addition, le processeur va décoder et exécuter l'instruction sur un certain nombre de topes d'horloge. Donc ici, j'ai fait au hasard le nombre de cycles d'horloge nécessaires pour la recherche d'instruction. Et ici aussi, bon, j'ai pris un nombre comme ça juste pour donner l'exemple. Donc je considère que l'addition sera exécutée en 2 cycles d'horloge ici. Et elle aura besoin de 3 cycles d'horloge pour être récupérée de la mémoire centrale. Donc une fois l'instruction exécutée, bon, bien sûr, la majorité des concepteurs de machines procèdent de cette manière. À la fin de l'exécution de l'instruction, on fait un test. Est-ce qu'il y a une interruption qui est pendante ou pas? S'il y a une interruption, bien sûr, il faut traiter l'interruption. Ben, s'il n'y a pas d'interruption, qu'est-ce qu'on fait? Il passe à l'instruction qui suit. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous travaillez en mode trace, ben, c'est une interruption. C'est une interruption qui arrive à ce niveau-là. Quand vous demandez au processeur de travailler en mode trace, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il exécute l'instruction et il s'arrête sur l'interruption trace pour que vous puissiez regarder les registres et voir le comportement du processeur lors de l'exécution de cette instruction. Donc, s'il n'y a pas d'interruption, le processeur reprend la recherche de l'instruction qui suit. S'il y a une interruption, ben, le processeur branche vers le programme d'interruption, il exécute l'interruption jusqu'à la fin et il reprend le programme là où il l'a arrêté pour exécuter l'instruction qui suit. Bien entendu, si pour les autres instructions, on doit faire la même chose. Donc si on a une instruction move, la recherche d'instruction est identique et il y a un autre chemin qui sera suivi avec un certain nombre d'états. Après, il y a est-ce qu'il y a interruption ou pas, et il va suivre le même chemin par là ou par là. Lorsqu'on a aussi une instruction de décalage, il va suivre ce chemin. Lorsqu'on a une instruction de branchement, il va suivre ce chemin. Donc, on aura un diagramme de transition dans lequel on doit intégrer l'ensemble de nos instructions. La totalité de nos instructions du processeur. Et bien sûr, avec ça, on aura un nombre
qui sera en fonction du nombre d'instructions, un nombre d'états qui sera en fonction du nombre d'instructions du processeur, et bien sûr en fonction de la complexité de la logique pour pouvoir exécuter ces instructions. Donc la FSM du processeur consiste qu'à partir de la spécification d'une FSM, construire un circuit qui permettra de la réaliser. Donc pour pouvoir arriver à réaliser une FSM processeur, donc il faudrait d'abord construire un diagramme de transition d'état qui prend en considération l'ensemble ou la totalité des instructions que peut exécuter le processeur. Bon, si on prend l'exemple du processeur 68000, on sait qu'il a 56 instructions, donc on aura 56 branches dans notre diagramme de transition. Et après, il va falloir déterminer le nombre de variables d'état. Donc, du moment où on aura le nombre d'instructions, ou plutôt le nombre d'états, après, c'est facile de déterminer le nombre de bascules qui vont nous permettre le changement d'état d'un état à un autre pour pouvoir exécuter les instructions. Donc, une fois déterminé le nombre de variables d'état, on aura bien sûr les bascules, le nombre de bascules nécessaires pour représenter les états de la FSM. Après, bien sûr, il va falloir construire la table de transition des états, état courant, état suivant, en fonction, bien sûr, des entrées qu'on aura, en fonction des entrées qui vont nous permettre de basculer d'un état à un autre. Et après, on passe bien sûr à l'implémentation en déduisant bien sûr les circuits en entrée qui prennent en compte l'entrée pour calculer le nouveau état et le circuit de sortie qui, en fonction de l'état courant, va nous donner les sorties qui seront les micro-ordres pour pouvoir attaquer les différentes unités fonctionnelles qui sont branchées sur le processeur. Donc, on distingue bien sûr deux types de contrôle. On a le contrôle câblé et le contrôle microprogrammé. Mais là, lorsqu'on parle de circuit combinatoire ou circuit séquentiel, forcément, ça sera un contrôle câblé, ou ce qu'on appelle un séquenceur câblé. Donc, dans ce contrôle câblé, dans notre FSM, on aura besoin d'un certain nombre d'entrées, de variables d'entrée, et bien sûr pour qu'on puisse avoir les micro-ordres ou les mots de contrôle qui seront fournis à partir de cette FSM. En entrée, bien sûr, on doit avoir le registre d'état, puisque les instructions, l'exécution de certaines instructions dépendent de l'état de la machine. Donc le registre d'état sera une entrée de notre FSM. Et bien sûr, un circuit combinatoire qui va nous permettre le calcul de l'état et bien sûr le code d'opération de l'instruction. À partir de l'état courant et bien sûr de nos bascules, on aura un circuit combinatoire qui va nous calculer les sorties et qui va nous fournir le mot de contrôle qui sera utilisé pour attaquer les circuits ou les unités fonctionnelles. Ainsi s'achève notre 21e leçon. Pour tout complément d'information ou question, vous pouvez vous connecter au site Netuno et cliquer sur MedNetU. Je serai à votre disposition et merci.